engager le développement du pays. Donc, c'est dans ce contexte que nous nous trouvons et qu'il faille donc rebâtir cette armée pour qu'elle en soit véritablement une armée républicaine et loin donc des brouhahas des jeux politiques. Voilà donc le contexte tracé et c'est pour ça que le souci aujourd'hui, c'est de faire en sorte que les objectifs du président de la République, notamment de faire la Côte d'Ivoire un pays émergent, soient également de même au niveau des forces armées. Et pour continuer donc le PowerPoint, s'il vous plaît. Voilà. Donc, à l'état des lieux en 2011, puisque madame avait déjà campé les chapitres, je ne vais pas revenir là-dessus, elle a si bien expliqué que le premier point donc portait sur l'état des lieux. Alors, en 2011, nous sortons d'une crise post-électorale. Comme vous pouvez le constater, cette crise post-électorale a laissé des traces. Une des traces laissées, c'est la précarité et la destruction de l'outil de défense, et notamment avec ces deux composants qu'il fallait donc ressouder. Et cela donc prend du temps. Et vous avez dû constater que nous étions pratiquement à une période où nous avons ici, sur l'ensemble du territoire, pratiquement un pays où les chefs militaires, ne serait-ce que prendre l'exemple de la ville d'Abidjan, où chacun donc gérait son quartier pratiquement, où nous avons des militaires, pour ne pas dire des hommes entrés, qui chacun avec armes en bandoulière faisait la pluie et le beau temps. Donc il a donc fait rentrer tout ce monde, ex-combattants ou militaires, de tout grade, de tout genre, dans les casernes. Et nous étions en ce moment à un indice de sécurité de près de 4 points sur une échelle de 10 points. Et nous avons, comme je l'ai dit tantôt, la décision prise en 90 a généré une situation où nous avons une armée en pyramide inversée, c'est-à-dire autant d'officiers, de sous-officiers que de militaires du rang. C'est-à-dire des militaires du rang qui allaient donc à la retraite à 55 ans. Nous avons donc un âge moyen de 45 ans. Donc, il fallait faire en sorte que nous puissions revenir à une pyramide normale. Et nous avons également, puisque nous étions sous embargo depuis 2004, nous avons la suspension des formations et stages à l'extérieur du pays, et certaines couches des armées ont eu des conséquences très graves, puisque par exemple, quand on prend les forces aériennes et les forces maritimes, tous sont les meilleurs officiers, tous sont pratiquement partis à la retraite, et nous sommes arrivés à un moment donné où il n'y avait pratiquement plus de pilotes ou plus de navigants marins dans nos forces. Donc, il a donc fallu rétablir tout cela. C'est pour cela que nous avons aussi constaté, je l'ai dit tantôt, que la discipline foulée au pied, ainsi que les archives ont été certainement, j'allais dire, intelligemment détruites, pour peut-être, je ne sais pas, et ensuite, nos capacités réduites. Alors, l'outil de défense pouvait continuer, donc, étant fortement sinistré. Et donc, il a fallu, d'abord, dans le cadre de la réforme, donc, j'en viens aux réformes, qui est le point 2, il a fallu donc rétablir tout cela en initiant la réforme secteur sécurité, demandée par le président de la République, qui nous a donc permis de renforcer, nous avons fixé comme objectif, c'était donc de renforcer le cadre juridique institutionnel, c'est-à-dire qu'il faut donner une nouvelle organisation à la nouvelle armée, mais aussi renforcer ses capacités, parce que nous avions un certain nombre de menaces. Nous avons, une des premières menaces était donc celle des ex-miliciens ou mercenaires du côté de la frontière ouest qui se sont retrouvés de l'autre côté, qui pendant toute l'année 2012 ont fait des incursions, tentatives d'incursion par des actes subversifs pour tenter de perturber le gouvernement. Et ensuite, nous avons aussi du côté de la frontière est les penseurs de ces actions qui se trouvaient là et qui donc menaient avec des éléments actifs sur le terrain du côté ouest pour mener ces actes. Et ensuite, nous avons donc l'obligation, comme objectif essentiel, c'est de rétablir le système de formation. Je peux vous dire aujourd'hui, on reviendra tout à l'heure sur l'État, nous avons aujourd'hui, nous sommes en train donc de faire des gros efforts, puisque beaucoup de pays amis ici représentés, nous ont rouvert leurs portes pour les écoles militaires. Et naturellement, cela nous amène à dire, puisque nous avons négocié un certain nombre d'accords de défense, accords de partenariat, dont certains ont été ratifiés par l'Assemblée nationale. Tout à l'heure, nous allons y revenir. Et naturellement, un des éléments clés, c'est la promotion et la cohésion au sein de l'armée. Je vous ai dit tantôt
que nous avons des origines différentes. Et il fallait donc amener les uns et les autres à travailler ensemble, qui sont combattus, à s'accepter et à mener ensemble le travail qu'il y avait à faire. Et comme toute institution, il faut promouvoir la bonne gouvernance. Alors, donc, les résultats, pour cela, nous avons 6 piliers qui ont été donc définis dans le cadre de la RSS. Pour continuer là-dessus, Et à ce jour, voilà les grands résultats donc, de la réforme. Il y a eu la création du Conseil national de sécurité dans le cadre de la RSS, mais cela va au-delà de la défense. Je tiens à préciser que le Conseil national de sécurité ne s'occupe pas seulement de la défense. Le Conseil national de sécurité s'occupe naturellement de la défense, mais aussi de la sécurité dans le sens le plus large, les questions juridiques, les questions de réforme économique, mais aussi les relations avec les différents pays en termes de relations de défense. Je prends par exemple la crise de l'Ebola, qui nous a amené les forces de sécurité et de défense à intervenir, alors que c'est un problème de santé publique, qui est un problème de sécurité nationale. Si je prends l'exemple, prenons même une grève. Une grève, c'est un problème de sécurité nationale parce que nous sommes obligés de faire appel aux forces de sécurité pour maintenir l'ordre, rétablir l'ordre. Et voyez-vous, donc tous ces éléments ont amené le Conseil national de sécurité à élargir sa base. Ensuite, il a fallu adopter la lettre de politique de défense et de politique de DDR, autant pour moi. Et je voudrais saisir l'occasion pour remercier nos amis de l'ONUCI ici présents et d'autres partenaires qui nous aident énormément en la matière avec la création de la DDR, qui a donc rassemblé l'ensemble des structures liées au phénomène du DDR. Et nous en reviendrons tout à l'heure au niveau des résultats et l'adoption d'une stratégie de sécurité nationale qui implique l'ensemble des forces de sécurité. Et le démarrage du processus de la réforme de la branche défense au sein du grand concept de la sécurité. Alors, donc, de façon concrète, nous avons un certain nombre de piliers sur lesquels les résultats peuvent être appréciés, ce qu'on appelle donc les principaux acquis. Nous avons à ce jour rédigé près de 40 textes pour la réforme du secteur de la défense. Ces textes peuvent être répartis en 3 catégories. Nous avons des textes liés à l'organisation elle-même de la défense, dont le principal a été présenté à l'Assemblée nationale. Nous avons ensuite, comme je vous l'ai dit, dans le cadre de relations avec nos partenaires, dans la France, nous avons révisé donc, le traité et considéré maintenant comme un traité de partenariat. Nous avons également révisé la composition des régions militaires pour les adapter aux régions de gendarmerie. Je précise bien qu'actuellement, en Côte d'Ivoire, nous avons 4 régions militaires. Et ces 4 régions militaires, il fallait faire l'interface avec les régions de gendarmerie. Donc, dorénavant aussi, nous aurons 4 régions de gendarmerie dans lesquelles nous avons les légions de gendarmerie. Donc, dans une région de gendarmerie, vous avez plusieurs légions de gendarmerie. Alors, je voudrais préciser que dans l'entendement commun, lorsqu'on parle des forces armées, quand on dit les forces armées, vous avez la gendarmerie nationale et vous avez les armées. Il faut que les journalistes retiennent bien cela. Les forces armées. La gendarmerie nationale d'une part et l'armée, qu'on appelle les armées d'autre part. Et dans les armées, qu'est-ce que vous avez? Voyez-vous, prenez un graphique, faites-le vous-même. Dans les armées, vous avez les forces terrestres, vous avez les forces aériennes, vous avez la marine nationale. Voilà la composition des forces armées. Ce sont les forces de défense, les forces armées. Et maintenant, dans notre organisation, nous avons rajouté les forces spéciales qui font partie des forces armées. Et on a souvent oublié qu'il y a une administration, ce qu'on appelle l'appui logistique, le soutien, c'est absolument important. Dans l'histoire, vous savez que les grands chefs militaires ont perdu les combats, les conflits parce qu'ils n'avaient pas le soutien, l'appui. Et je ne vais pas vous les citer puisqu'on est en conférence sur la place publique. Donc, il faut envisager, tenir compte que l'administration, vous avez par exemple ici un général de brigade, la santé des armées, donc qui ne prend pas la calage pour aller au front comme les autres, mais qui est en soutien
Parce que sur le terrain des opérations, on a besoin du personnel de santé, on a besoin de logisticiens, on a besoin d'informaticiens, on a besoin d'administrateurs financiers, etc. Donc, tout cela constitue les forces armées. Donc, la parenthèse étant claire, fermée, je donc continue sur le fait que réviser, le président de la République a demandé à ce qu'on révise le nombre de postes d'attachés de défense. Nous avons ici dans la salle des attachés de défense des pays amis. Donc, par ricochet, il a été décidé donc, de ramener les 23 postes d'attachés de défense à 15. Aujourd'hui, nous avons donc un déploiement de 15 postes d'attachés de défense à l'extérieur. Donc, ça veut dire qu'un attaché de défense aujourd'hui, en moyenne, 4 pays qu'il couvre